Amis des transistors, bonjour. Allez, tiens, aujourd'hui, nous allons parler un petit peu des techniques des circuits équivalents des BJT. Je rappelle que BJT, ça veut dire Bipolar Junction Transistor. En gros, tous les transistors, je veux dire, enfin, voilà, bipolaires qu'on utilise de type NPN, PNP. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé une question et qui m'a dit, dans la mesure où quand on teste un transistor avec un multimètre, on teste finalement que le transistor est équivalent enfin, dans le cas d'un NPN, à deux diodes montées comme ça, est-ce qu'on peut remplacer un transistor par deux diodes? Alors la réponse est évidemment non. Pourquoi? Parce que, je veux dire, voilà, le fait de le remplacer par ces diodes, ça permet en effet de tester généralement qu'il est bon, mais ce schéma est complètement pas du tout représentatif de la réalité, dans la mesure où à un moment donné, il va passer du courant entre le collecteur et l'émetteur, ce qui, dans le cas de deux diodes montées comme ça, ne peut pas vraiment fonctionner. Mais c'est quoi justement ce principe des circuits équivalents? L'idée des circuits équivalents, c'est d'essayer de trouver une sorte de modélisation avec des choses, enfin des composants le plus basiques possible, hein, voilà, résistance, source de courant, source de tension, condensateur self, à un système, à un composant plus complexe. Or, le transistor, justement, se prête éventuellement à ce genre de modélisation, sachant que, comme toute modélisation, elles sont toujours, comme on va le voir, plus ou moins complètes, plus ou moins parfaites. Alors, si vous cherchez sur Internet, transistors équivalents de circuits, vous en trouverez plein, qui dépendent de beaucoup de choses. Mais voilà, le but ici, c'est pas de vous dire, voilà, il y en a un et c'est celui-là, c'est de vous montrer un petit peu plutôt la démarche. Alors, une des représentations qu'on peut avoir du transistor, c'est celle-ci. Hein, c'est quelque chose qui va être très simplifié. On va retrouver quoi? On va retrouver ici une source de tension qui est pas réellement une source de tension, mais qui montre en fait le seuil qu'il peut y avoir dans la base, hein, à mesure où on peut le voir un petit peu comme s'il y avait en effet à ce moment-là une tension qui se retranche à celle qu'il y a entre la base et l'émetteur. Et ici, un générateur de courant, dont la valeur du courant est en gros, de façon très globale, le gain du transistor, hein, ce qu'on appelle le gain statique, multiplié par le courant de base qui passe ici. Et ici, j'ai rajouté ces deux résistances. Alors, en fait, si on regarde dans beaucoup de cas de modèles, il n'y en a pas une résistance, il y en a plusieurs. Ces résistances, en gros, elles sont là pour représenter un certain nombre de paramètres, et de paramètres plus ou moins voulus ou parasites du transistor. Ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que déjà, tous ces paramètres, toutes ces pseudo-résistances, il n'y en a pas qui sont tellement fixes. On peut pas dire, à un moment donné, dans le transistor, il y a cette résistance-là, elle vaut 2 kΩ. De même que les paramètres comme VBE, comme le gain, généralement, c'est pas quelque chose qui est fixe. Les paramètres sont tous plus ou moins interdépendants. Par exemple, le gain d'un transistor, il va varier en fonction du courant qui passe entre le collecteur et l'émetteur, il va varier en fonction de la tension qu'il y a entre le collecteur et l'émetteur. En plus d'être interdépendants, généralement ils varient tous avec la température. Donc comme en plus ils sont interdépendants, on peut faire des choses qui sont très complexes. Et comme on l'a déjà vu en examinant les datasheets, ils sont pas du tout garantis. Hein, généralement, ce que donne un constructeur, c'est voilà, c'est une sorte de plage, éventuellement entre un min, éventuellement un max, une valeur typique, mais sans plus. Donc déjà, même avec un schéma comme ça aussi simple, on voit que c'est pas du tout quelque chose vraiment d'évident. En plus, ce schéma simple, bah déjà, il n'est pas vraiment suffisant. Dans tous les semi-conducteurs, il y a ce qu'on appelle des courants de fuite. Courants de fuite qu'on peut éventuellement aussi schématiser par des résistances. Et on voit que il y a une fuite entre le collecteur et l'émetteur, il y a une fuite entre les jonctions en fait de la base, hein, enfin ce qu'on a représenté tout à l'heure par des diodes. Hein, et comme toute diode, il y a un courant de fuite qui est surtout présent quand la jonction n'est pas polarisée. Et encore une fois, ces courants de fuite, ils sont éventuellement pas du tout linéaires, hein, même si on les représente des fois par une résistance. Ils dépendent aussi de la température, des conditions d'utilisation. Mais voilà, ça c'est quelque chose qu'à la limite on peut, dans un schéma un petit peu modéliser comme ça. Et après, c'est pas fini. Je veux dire, à part dans le monde glacé des supraconducteurs, toute connexion électrique a une résistance, même si elle est faible. Or, les transistors n'échappent pas à cette règle.
À un moment donné, on voit bien un transistor, bah, il a des connexions, même il y a la connexion du boîtier, mais après il y a le fil généralement qui va faire la connexion avec la puce, et ainsi de suite. Donc si on voulait encore améliorer le schéma, on pourrait rajouter ici ces résistances qui, elles, sont relativement constantes, qui sont celles des connexions. Et après, ça, c'est un petit peu quand on est dans le monde du courant continu. Dès que on va raisonner un petit peu, je veux dire, en alternatif, eh ben, il va se rajouter des tas d'impédances complexes. Hein. Déjà, je rappelle que dans la vraie vie, un bout de fil, c'est aussi une self, hein, aussi minime soit-elle. Et que dès qu'il y a deux bouts de fil, bah, il y a une capacité parasite entre les deux. Et donc, si on voulait encore enrichir ce schéma, bah voilà, il faudrait rajouter au moins des selfs ici en série avec toutes les connexions. Et il y a énormément de condensateurs parasites, en particulier celui-ci, hein, qui est entre le collecteur et la base, et qui, dans certains montages, va être une des causes principales de la réduction de la bande passante. Hein. C'est le fameux effet Miller, dont je parlerai peut-être dans une autre vidéo. Eh bien oui, comme on peut le voir, bah, finalement le transistor c'est quelque chose qui est plutôt complexe. Hein. T'en penses quoi, Maurice? Que tu veux te mettre thermostat 7 la tête dans le four? C'est une façon de régler le problème, mais en fait, voilà, dans la réalité, on va voir que c'est quand même pas si terrible que ça. C'est pas si terrible que ça parce qu'on va voir que dans de nombreuses utilisations, il y a beaucoup de ces effets, on va dire, un petit peu parasites, hein, ou un petit peu complexes, qui vont pas être importants. On va prendre là un exemple, hein, justement typique. Là, mettons que j'ai une porte MOS, hein, genre série 4000, et je vais commander une LED. Et comme la porte MOS ne donne pas assez de courant pour le faire, eh ben, je monte un transistor en émetteur commun, voilà, qui est destiné à commander cette LED en tout touré. Donc, ça, j'en ai déjà parlé dans des vidéos, mais on peut voir que tous ces effets parasites et tout ça, ils existent, mais il y en a beaucoup dont on n'a rien à foutre. Commençons par exemple par parler, pourquoi pas des fuites. Les fuites, voilà, quand il y a une fuite en inverse de la jonction base émetteur, ou même quand on n'a pas atteint, on va dire, la tension de seuil, il y en a une, c'est quelque chose, c'est vraiment peanuts. Hein, ces courants de fuite, c'est vraiment, enfin, même en dessous du microampère. De même, hein, le fameux courant de fuite ICEO hein, qu'il y a entre le collecteur et l'émetteur, c'est pareil, c'est quelques microampères. Bon, la LED, il passe des microampères dedans, elle s'en fout. Voilà, donc typiquement, dans une application comme ça, les courants de fuite, on n'en a rien à foutre. Ensuite, la résistance des connexions. Pareil, la résistance des connexions, c'est des choses qui sont très faibles, c'est de l'ordre de milliohms. Là, c'est pareil, on va travailler avec des courants qui sont très faibles. Hein, je rappelle, dans la loi d'Ohm, U égale RI. Donc, pour que U soit significatif, il faut que soit R soit grand, soit I soit grand. Ici, dans une LED, on va avoir 20 milliampères. Voilà, 20 milliampères, même une résistance de 1 ohm, ça serait peanuts. Hein. Déjà, on va mettre une résistance probablement en série avec la résistance, faire plusieurs centaines d'ohms. Un ohm de plus, un ohm de moins, on n'en a rien à faire. Encore pire pour la base, où ici, on aura une résistance très élevée. Le côté inductif, pareil, c'est tellement faible qu'on s'en fout. Et alors, les capacités. Ici, dans le cas d'une LED, c'est vrai que ça va jouer, hein, le temps de commutation du transistor, ça va un peu freiner le fait que quand il va commuter, ça va aussi changer un petit peu son temps, on va dire, lorsqu'il va se désaturer, mais enfin voilà, c'est pour alimenter une LED qui est un voyant. C'est-à-dire, même s'il y avait, je dirais même, j'exagère énormément, même une milliseconde de retard, généralement, on n'en aurait strictement rien à faire. Donc voilà, hein, je rappelle que dans un cas comme ça, hein, c'est pareil, tous les paramètres ici ils changent, mais qu'est-ce qu'on veut? On veut saturer le transistor, et comme je l'avais montré, généralement on calcule la résistance de base ici, pour que dans le pire des cas du datasheet, hein, c'est-à-dire la pire valeur de VBE, le pire gain possible du transistor, eh ben, de toute façon on fera passer toujours un courant un peu supérieur à tout ça, ce qui assure que le transistor soit saturé. Voilà, hein. Et encore hein, des paramètres comme justement le VCE ici. Ok, d'un modèle à l'autre, il peut changer, mais enfin voilà, qu'il soit de 0,1 volt ou de 0,15 volts, la LED sera allumée. Donc, en fait, dans énormément de montages, il y a tout ou partie de ces paramètres qu'on peut omettre et qui finalement font que cette complexité, hein, enfin, tous ces effets, ils existent quand même, mais on va dire qu'ils sont négligeables. Maintenant, c'est pas toujours le cas. Hein, là, je vous ai mis un petit exemple hein, parmi d'autres.
Hein, c'est un petit oscillateur clap, mais en gros, quels sont les cas où ça va commencer à jouer? Bah, déjà, dès qu'on veut travailler avec des très faibles courants ou des très hautes impédances, ce qui généralement haute impédance dit très faible courant, bah, on voit que, comme je l'ai dit, un courant de fuite de 1 microampère, bah, si à un moment donné je travaille avec un courant de 1 ampère, je veux dire, c'est peanuts. Maintenant, si je travaille avec quelque chose où il travaille à 10 microampères, ça devient 10%. 10%, c'est plus négligeable. Donc voilà, il va y avoir éventuellement des cas où ces courants de fuite, eh ben, ils peuvent devenir importants. Ensuite, bah, dès qu'on va être un petit peu en HF ou en commutation rapide, là pour le coup, hein, tous ces condensateurs, toutes ces selfs qui, je veux dire, en mode continu, à la limite on s'en fout un petit peu, bah là ça va jouer énormément. Hein, dans un oscillateur comme ça, bon là apparemment c'est fait avec des valeurs assez élevées, mais si je veux monter en fréquence, bah, la capacité qu'il y a entre le collecteur et l'émetteur, ça peut faire des bêtises. L'effet Miller, justement, ici, vu que c'est un montage émetteur commun, il va énormément jouer. Et il va faire que, par exemple, pour certains modèles de transistors, eh ben, je pourrais pas faire les fréquences que je veux. Là, en théorie, je pourrais dire, bah, je mets de la self, je calcule là le circuit résonant, je pourrais faire un truc à 10 GHz. En théorie, oui, en pratique, non, parce que le transistor 3904 à 10 GHz, il marchera plus du tout. Voilà. Là, pareil, imaginons que je voudrais faire quelque chose qui travaille avec des très faibles courants, bah, c'est pareil, ça va jouer énormément. Donc, ce qui est sûr, c'est que selon le montage, eh ben, des fois, tout ou partie de ces effets parasites, eh ben, eux, par le coup, il va falloir les prendre en compte. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah, en gros, principalement, face à ça, on va faire deux choses. La première, hein, c'est que on va prendre des modèles de transistors qui bah, sont présentent sur les effets, ça veut dire un petit peu spéciaux, parasites, qui gênent, eh ben, la meilleure performance possible. Hein, donc, imaginons là justement la capacité parasite. Bah, il y a des modèles hein, qui ont des capacités parasites beaucoup plus faibles que d'autres, hein, qui montent plus haut en fréquence. De même pour les courants de fuite, de même pour, enfin, un petit peu tous ces paramètres. Hein, comme j'ai dit, le gain il varie plus ou moins, et, le niveau de bruit, ainsi de suite. Donc généralement, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de modèles de transistors. Bon après, on va pas revenir là-dessus. Il y en a même beaucoup plus que ce qu'il y a besoin. Mais généralement, on va choisir le bon modèle par rapport à ce qu'on veut faire. Sachant que généralement, tous ces paramètres-là, il n'y a pas le transistor parfait. C'est-à-dire que si on veut un très faible courant de fuite, généralement, ce ne sera pas un transistor très puissant. Si on veut beaucoup de gains, pareil, généralement, les transistors puissants ont moins de gains. Donc après, c'est toujours un problème voilà, de compromis. Le transistor idéal, malheureusement, n'existe pas. Et ensuite, bah, c'est pareil, selon la façon dont on va utiliser le transistor, on peut minimiser les effets. Hein, par exemple, dans certains cas, le fait de prendre un montage base commune, eh ben, ça va permettre de contrer un peu les effets. Le fameux montage cascode, par exemple, est aussi une solution. Donc derrière, la façon dont on va utiliser le transistor, eh ben, fait qu'on va plus ou moins contrer en fait les effets, je veux dire, un petit peu néfastes de tous ces paramètres compliqués. Voilà pour cette petite présentation d'aujourd'hui. Hein. J'espère que ça aura permis à certains débutants hein, de un petit peu mieux comprendre, en effet, enfin, d'un côté, la grande complexité de ce composant qu'est le transistor, mais aussi le fait que, malgré qu'il soit complexe, généralement, on s'en sort quand même sans trop de mal, enfin, pour au moins de nombreux montages. Tiens, Maurice, ça va, Maurice? Qu'est-ce que tu veux savoir? Tu veux savoir ce que c'est qu'un alcoolique? Tiens, regarde, j'ai donné un exemple. Tu vois les deux oscilloscopes là-bas? Eh ben, un alcoolique en verrait 4. Qu'est-ce que tu me dis? Il n'y en a qu'un. No comment. Là-dessus, je ne peux que vous conseiller une bonne tartine de silicium tous les matins pour vous maintenir en forme et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.